Bonjour. Eh bien, aujourd'hui, à la médiathèque, j'ai choisi d'évoquer le roman historique. Et vous verrez que c'est un sujet très riche et très vaste. Alors, je vais vous inviter à une promenade à travers l'histoire, à travers les différentes époques. Les romans historiques, il y en a beaucoup. C'est très varié. Je me suis rendu compte, en me plongeant dans le sujet, que c'était vraiment énorme. Alors je n'ai choisi, on en voit beaucoup autour de moi, mais je n'ai choisi que quelques livres que je connaissais quand même. Mais il y en a bien sûr beaucoup d'autres qui sont offerts à la curiosité des lecteurs de la bibliothèque. Alors qu'est-ce que c'est qu'un roman historique ? Bon, généralement, c'est un genre qui naît quand même relativement tard, qui va naître plutôt au XVIIIe, XIXe siècle, en fait. Bon, il y a eu, bien sûr, des romans historiques bien avant, mais en gros, le genre va s'épanouir surtout au XIXe siècle. Les lecteurs vont vraiment prendre le goût de l'histoire. Et c'est grâce à un grand personnage, et il faut vraiment lui rendre hommage, c'est bien sûr Alexandre Dumas. Alexandre Dumas qui a écrit énormément de livres, qu'on ne lit plus peut-être beaucoup aujourd'hui, qu'on a beaucoup lu dans le passé. Mais même si on ne le lit plus beaucoup, tout le monde connaît les héros créés par Alexandre Dumas. Les célèbres Trois Mousquetaires, bien sûr, qui sont 4, comme chacun sait, et puis beaucoup d'autres personnages. Et souvent, on se fait une idée, quelquefois, de personnages historiques comme Catherine de Médicis à travers les romans de Alexandre Dumas, qui ne sont pas toujours conformes à la réalité historique, il faut bien le dire, mais Alexandre Dumas était le premier à le dire. Et je ne résiste pas au plaisir de citer une petite phrase d'Alexandre Dumas sur ses romans. « Mieux vaut l'histoire écrite par des romanciers que l'histoire écrite par les historiens. D'abord parce qu'elle est plus vraie et ensuite parce qu'elle est plus amusante. » Voilà le secret d'Alexandre Dumas et de ses feuilletons qui tiennent en la haine. Alors souvent ce sont des gros livres et vous voyez cette énorme pile de 4 gros volumes devant moi qui ont été acquis par la médiathèque il y a quelques années, dans les années 1990, je pense. Alors, pourquoi a-t-on acheté ces livres ? C'est une série en 4 tomes qui s'appelle « La Royale Maison de Savoie ». Eh bien, c'est un livre qui a ressurgi dans les années 1980, qui avait été oublié. Il était plus ou moins paru en feuilleton, en fascicule au XIXe siècle, et puis il n'avait jamais été édité en livre. Et un historien curieux l'a retrouvé chez un éditeur. Et donc, là, c'est une maison de Savoie, la Fontaine de Siloé, à l'époque, qui l'avait édité. Alors, nous avions fait l'acquisition de ce livre à la médiathèque, parce qu'il a la particularité de commencer au moment de l'époque du traité du Cateau-Cambrésis. Et il met en scène un personnage qui a existé, qui est Emmanuel Philibert de Savoie, qui était venu... il était employé, je crois, par l'Empire germanique, et il est venu guerroyer dans le Nord, et c'est l'un des protagonistes du fameux traité du Cateau. L'histoire, en effet, commence en 1555, le traité du Cateau, c'est 1559, et les 4 tomes, eh bien, ça s'étale sur rien moins que 300 années d'histoire de la maison de Savoie. Alors, pour lecteurs courageux, j'avoue que je ne les ai pas encore lus, même si c'est un projet que j'ai depuis longtemps. Mais c'est une très jolie édition avec des gravures d'époque, du XIXe siècle. Et puis, bon, même si c'est long, Dumas se lit très bien. C'est plein de rebondissements. Il a une imagination sans limite, bien sûr. Alors voilà pour Alexandre Dumas. Et ce qui est amusant, c'est que, eh bien, Alexandre Dumas a donné naissance aussi à d'autres romans. Un roman contemporain de Arturo Pérez Reverte, c'est un Espagnol, et Dumas devient un petit peu un thème, un personnage de ce roman, qui est une enquête policière dans les milieux de l'art. Alors Arturo Pérez Reverte a marché un petit peu sur les traces de Dumas, avec une série qui s'appelle « Le Capitaine à la Tristée », qui est...
qu'on peut qualifier de roman de cap et d'épée, hein, avec plein de bagarres, de combats, d'aventures. Voilà, ça se passe en Espagne. Mais bon, c'est très bien écrit, c'est très plaisant à lire, mais je trouve quand même que ça reste loin derrière le Grand Dumas, parce que un roman d'Arturo Pérez Reverte, pour Dumas, ça aurait été un chapitre. Ça se renouvelle à chaque chapitre chez Dumas. Là, on a l'impression que l'intrigue était quelquefois un petit peu étirée. Enfin, ça, c'est mon jugement personnel, bien sûr. Commençons ce voyage dans le temps par un bond très loin, puisque nous allons aller dans la préhistoire. Préhistoire qu'on va découvrir surtout à partir du XIXe siècle. Et l'un des grands auteurs du XIXe siècle sur la préhistoire, enfin plutôt sur les romans à l'époque de la préhistoire, c'est Rosny Aîné, ou Rosny Aîné, j'ai jamais su comment on prononçait, mais peu importe. Avec un roman très célèbre, La Guerre du Feu, qui a fait l'objet, il y a quelques années, d'une belle adaptation au cinéma avec un film d'aventure très spectaculaire de Jean-Jacques Hano. Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous lire le premier paragraphe, parce que c'est avant tout aussi un très très beau roman d'aventure qui démarre, je dirais, sur les chapeaux de roue et qui est plein de péripéties dramatiques. Les Oulamres fuyaient dans la nuit épouvantable, fous de souffrance et de fatigue, tout leur semblait vain devant la calamité suprême. Le feu était mort. Ils l'élevaient dans 3 cages, depuis l'origine de la horde. 4 femmes et 2 guerriers le nourrissaient nuit et jour. Alors voilà, le feu est mort. Et 2 membres de la tribu, 2 amis, sont chargés d'aller chercher le secret du feu, dérober le feu, puisqu'à cette époque, la tribu ne savait pas allumer un feu, savait seulement l'entretenir. Alors évidemment, des aventures, des péripéties, des aventures dramatiques, et en fait, ils vont ramener beaucoup mieux que ils vont ramener le secret du feu, en fait. Hein. Donc, c'est un roman qui a fait date, qui est superbement écrit, très dramatique, très fort, mais qu'on a toujours proposé aux enfants. Voilà, j'ai une édition là pour la jeunesse. Moi, je me souviens que cet extrait, c'est pour ça que je vous ai lu cet extrait, ce début de livre, il figurait dans un livre de lecture d'école primaire, par exemple. On n'hésitait pas à donner des très très beaux textes aux enfants, et je pense que ça peut leur plaire, malgré évidemment la violence de cette histoire. Alors, pour chaque période historique, je vous présenterai un grand roman classique et puis également un roman plus contemporain. Alors, dans les romans plus contemporains, une magnifique série de Jean Auel qui s'appelle « Les enfants de la Terre ». Alors, c'est ce qu'on appelle une saga. Hein, on a plusieurs tomes. L'histoire commence, il s'agit de l'histoire de la jeune Eila. L'histoire commence quand elle est toute jeune, puis jeune fille, et puis on va la suivre au cours de sa vie. Alors il va lui arriver des choses dramatiques, elle va se retrouver toute seule, elle va faire des rencontres, elle va trouver l'amour de sa vie, elle va avoir des difficultés, être séparée. Il y a beaucoup aussi d'histoires avec les animaux, les premières domestications des animaux, et puis les chasses, bien sûr, pour se nourrir. Alors, ce sont des romans tout à fait agréables à lire, faciles à lire, passionnants, qui permettent vraiment de s'évader. Je me souviens que une fois, j'avais une personne qui était pas du tout une lectrice, hein, qui lisait pas habituellement et qui se trouvait dans les difficultés de la vie. Et je lui ai conseillé cette série et elle l'a lue. Et elle m'a remerciée, elle a dit c'est vraiment, j'ai passé un moment d'évasion absolument extraordinaire. Vous voyez, pour s'évader, il n'y a pas mieux. En même temps, les romans de Jean Auel sur la préhistoire, cette histoire d'Eila est tout à fait réaliste, tout à fait bien documentée sur les connaissances actuelles que nous avons de cette période. Alors je rappelle que ça évolue sans cesse, ça par contre c'est sûr. On en a même fait un petit livre documentaire sur un petit peu l'univers
de cette période passionnante, dramatique, très forte, avec encore une fois beaucoup d'aventures, mais également ce côté humain, ce côté très... En plus, c'est une femme, hein, donc il y a beaucoup de détails concrets sur l'alimentation, les coutumes, les vêtements, tout ce qui entoure les hommes préhistoriques. Une excellente série. Voilà, alors on va faire un bond dans le temps en passant à un pays fascinant ô combien, c'est l'Égypte ancienne. En France, on est ce qu'on appelle, on cultive un petit peu ce qu'on appelle l'égyptomania. Je ne suis pas la dernière à y participer. D'ailleurs, ces histoires de pharaons, de pyramides, de momies, c'est tout à fait fascinant. Et l'Égypte, l'art égyptien est particulièrement raffiné. Alors, une très belle histoire, déjà un petit peu ancienne, ça a été écrit par Mika Waltari, qui est un Finlandais, Sinuhe l'Égyptien. Très très beau roman, magnifique roman, qui raconte les aventures d'un Égyptien. Alors c'est un roman historique vraiment très classique, parce que Sinuhe on le prend quand il est jeune homme, et puis on va le suivre dans sa vie, et il traverse un petit peu toutes les couches de la société. Il va être amené à fréquenter les pharaons, les puissants, avoir des tas d'aventures, mais aussi à être lui-même esclave. Il va fréquenter aussi les embaumeurs de morts, la fabrique de momies. C'est un passage particulièrement impressionnant et puis riche d'informations, très documenté encore une fois. Alors ce qui est très beau dans ce roman, c'est l'exactitude historique, tout ça, mais aussi la beauté de l'écriture. C'est aussi une réflexion sur le destin de Sinuhe, sur l'ambition. Sinuhe, c'est quelqu'un de très humain. Il s'égare parfois sur des chemins pas très... il renie un petit peu ses parents, par exemple. Il se laisse un petit peu ensorceler par une femme fatale, et puis après, il a des remords. Bon, c'est vraiment très humain. Et des grands thèmes sont traités. Le style est absolument admirable. Hein. Sinuhe l'Égyptien, c'est vraiment un classique du roman historique. Une série plus contemporaine, je dirais, j'ai pris cette série-là, mais j'aurais pu en prendre plein d'autres. Ce sont les séries écrites par un auteur très prolifique et très connu, qui est Christian Jacques. Christian Jacques, grand spécialiste contemporain de l'Égypte, a exploré à peu près toutes les dynasties des pharaons égyptiens, et il connaît admirablement l'histoire de l'Égypte. Alors c'est une série qui s'appelle La Pierre de Lumière, qui est en 4 tomes. Il y a également beaucoup d'autres séries, Le Juge d'Égypte par exemple. Alors souvent ce sont des histoires un petit peu policières, avec une intrigue très soutenue. Je dirais que c'est un peu addictif, ces romans. On les lit vraiment avec passion, on les lit rapidement. On a beaucoup de lecteurs de Christian Jacques, qui également est un très bon auteur de romans policiers, dans l'Angleterre, victorienne ou pas, mais l'Angleterre traditionnelle, c'est également un des terrains sur lesquels il écrit beaucoup. Mais on apprend beaucoup de choses à travers les romans de Christian Jacques. Et puis encore une fois, on passe un excellent moment de détente. Eh bien, nous allons passer maintenant au Moyen-Âge, période fascinante que j'aime beaucoup également, période qui s'étale sur de longues années. Et je vais commencer par un roman qui est revenu un petit peu, je dirais malheureusement, sous les feux de l'actualité. C'est Notre-Dame de Paris, écrit par Victor Hugo au XIXe siècle. Et évidemment, au moment de l'incendie de la cathédrale, on est allé rechercher ce livre, parce que c'est une histoire, c'est un roman avec plein de personnages très différents. Et le thème central du roman, c'est bien sûr la cathédrale, dont Hugo parle abondamment. Alors, c'est un roman qu'on lit peut-être un peu moins aussi, qui est un classique, mais les personnages, comme le bossu de Notre-Dame, Quasimodo, la belle Esmeralda, etc., sont connus de tous, parce qu'il y a eu le cinéma, il y a eu la comédie musicale, on y revient toujours en fait. C'est une belle histoire très triste. Et puis, cette fameuse cathédrale. Alors Hugo
a fait ce livre dans un but bien particulier. Eh bien, il voulait, au XIXe siècle, on redécouvre l'art gothique. Hein. Pendant les périodes précédentes, on méprisait cet art, on l'avait un petit peu oublié. Et puis, beaucoup de cathédrales étaient en fait un peu à l'abandon et se dégradaient. Au XIXe siècle, la sensibilité romantique, à travers, oui, j'ai oublié de citer un des grands initiateurs du roman historique, c'est Walter Scott. C'est l'anglais Walter Scott qui, à travers ses romans, va vraiment fasciner l'Europe et on réintroduit donc le goût du Moyen-Âge. Alors, Notre-Dame de Paris était en très mauvais état et Victor Hugo veut attirer l'attention sur ce bâtiment et dans une préface, il évoque le mauvais état. Il éveille cette sensibilité et ça va aboutir d'ailleurs par la suite avec les restaurations qui ont été faites au XIXe siècle par Viollet-le-Duc. Voilà, donc on est dans cette sensibilité au patrimoine, on est avec ce roman très très connu, très dramatique, avec beaucoup de personnages et pas mal de péripéties. Par contre, une vision du Moyen-Âge pas très réaliste, il faut bien le dire, un petit peu romantique, on a je dirais des clichés un petit peu sur le Moyen-Âge qui ne sont pas tout à fait réalistes sur le plan historique, mais ce n'est pas grave, hein, l'histoire est en tout cas très attachante. Et puis une série plus moderne plusieurs romans tout plus modernes sur le Moyen-Âge. C'est un auteur britannique, pour une fois, Ken Follett, qui a beaucoup de succès parce que, comme Christian Jacques, hein, il a une écriture facile à lire, addictive sur le plan de l'intrigue, avec beaucoup de personnages, beaucoup de richesse et puis beaucoup de justesse historique, pour le coup, parce que là, il s'est bien documenté. Alors, il y a une série, je n'ai pas trouvé le livre, c'est Les Piliers de la Terre, qui est l'un des plus connus, qui se passe en Angleterre, hein, autour justement d'une cathédrale aussi qu'on va construire. Et ça, c'est la suite, c'est un monde sans fin. Alors, ça se passe 200 ans après le premier volume, hein, sur Les Piliers de la Terre. Ça se passe au XIIe siècle, c'est la ville de Kingsbridge, et c'est au moment de la peste noire. Alors, toujours la même recette, plein de personnages différents, dans différentes couches de la société, plusieurs intrigues très prenantes, et puis une grande toile de fond sur la civilisation de l'époque qui est en train de se construire, hein, cette ville qui est en train de s'épanouir. Voilà. En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de lecteurs pour Ken Follett, pour ses différents romans, parce que c'est vraiment très, très, très agréable à lire, tout à fait passionnant. Passons à l'époque suivante, de la Renaissance, l'époque un peu malheureusement aussi des guerres de religion très cruelles. Alors le classique, le grand classique dont on s'est moqué, dont on a beaucoup parlé, c'est bien sûr La Princesse de Clèves de Madame de La Fayette, un magnifique livre qui a vraiment marqué la littérature française, qui est d'une beauté d'écriture magnifique, une histoire très subtile. Alors certains n'aiment pas parce que l'action, il n'y en a pas, c'est plutôt une histoire sentimentale, hein, une histoire de ménage à trois, si on peut dire. Bon, il y a eu un film remarquable qui avait été fait il y a déjà longtemps. Mais c'est à lire, à relire et à re-relire pour les amateurs de belles langues, de beaux français, de sentiments délicats. C'est vraiment un modèle, un roman qui, on peut dire, a marqué la littérature. Comme roman plus récent sur la Renaissance, j'ai choisi le premier d'une grande série, je crois qu'il y en a 13 au total, qui s'appelle Fortune de France de Robert Merle. Je trouvais que le premier, En nos vertes années, c'était peut-être un peu le meilleur. Ça se passe autant des guerres de religion, autant des rivalités entre catholiques et protestants. Et c'est l'histoire, au début, il est même enfant, il est jeune homme, et puis on va traverser toute sa vie. Alors, il a la particularité d'avoir des parents dont l'un est catholique et l'autre est protestant, et puis d'avoir eu une très très bonne éducation. En fait, il va être médecin,
Et puis il va aller à la cour, il va devenir familier des rois, de Henri III en particulier, et d'avoir un esprit très libre, d'être ce qu'on appelait à l'époque un humaniste. Il a des humanités, il connaît le latin, etc. Et il n'est pas du tout sectaire. Lui, il est un peu comme Henri IV, il voudrait que les catholiques et les protestants s'entendent un petit peu mieux. Il y a énormément d'aventures sentimentales, d'aventures historiques, énormément aussi de justesse sur la vie à cette époque. Alors Robert Merle, c'est un excellent écrivain qui a du métier, je dirais, qui écrit de manière très agréable et qui, pour cette série, je pense, s'est énormément documenté. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette série, c'est un problème que rencontrent pas mal de romans historiques. En général, dans les romans historiques, les gens s'expriment comme à l'époque où ils ont été écrits. Mais évidemment, à la Renaissance, si on était transporté au moment de la Renaissance, je crois qu'on ne comprendrait pas les gens, parce qu'ils ne parlaient pas exactement tout à fait de la même façon. Les mots anciens n'avaient pas tout à fait le même sens, l'accent, les patois, enfin bref. Et Robert Merle fait l'effort d'introduire de temps en temps des mots de l'époque, de donner une couleur locale, je dirais, au dialogue de ces personnages, tout en restant parfaitement compréhensible par nous. Il dit d'une femme qu'elle avait une belle charnure, pour dire, elle avait une belle chair, enfin, il y a toutes sortes comme ça de mots un petit peu, ou alors pour désigner une femme sur son 31 qui s'apprête, qui se maquille, elle se pimplochait, c'est charmant, je trouve, se pimplocher. Enfin, on a vraiment, et à la fin, il doit y avoir un glossaire d'ailleurs, mais vraiment, ça se lit, on comprend tout à fait le sens des mots. Alors, ça donne ce côté vraiment renaissance à cette très belle série, Fortune de France. Je vais passer maintenant au XVIIIe siècle, plutôt à la Révolution, période de changement majeur, avec un roman un petit peu oublié de nos jours, mais qui est très important, pour moi qui est le meilleur d'Anatole France, auteur lui aussi un petit peu oublié, Les dieux ont soif. Alors c'est un roman tout à fait intéressant qui se passe au moment de la Révolution, en 1793, très exactement, et au pire moment de la Révolution, qui est le roman de Robespierre, de la Terreur, où l'échafaud fonctionnait à plein régime et où beaucoup de têtes sont malheureusement tombées. Alors c'est l'histoire d'un jeune homme, un révolutionnaire, je dirais, pur et dur, un idéaliste, et qui va se laisser complètement entraîner, qui est l'ami de Robespierre, et qui va devenir complètement intransigeant et faire décapiter même des proches, même des gens qui lui sont chers. Enfin, c'est une espèce d'engrenage absolument épouvantable qui se met en place et dans lequel, évidemment, lui-même, à la fin, va être broyé. C'est une réflexion vraiment, ça peut être une réflexion sur l'embrigadement terroriste, sur un tas de choses, avec des résonances, je trouve, très, très actuelles. C'est vraiment cette réflexion qui est extrêmement intéressante. Et à travers ce jeune révolutionnaire, Évariste Gamelin, à travers tous les personnages qui l'entourent, sa mère, la femme qu'il aime, etc., on a une histoire, une intrigue extrêmement originale et intéressante à lire. Et puis en même temps, sur un fond très dramatique, une réflexion qui dépasse les époques, je crois. Un livre très important. Puis ensuite, une série contemporaine, beaucoup plus, je dirais, plaisante et aimable. Eh bien, ce sont les aventures de Nicolas Le Floch. Nicolas Le Floch, on connaît peut-être bien par les films, enfin les feuilletons plutôt, la série qui a été réalisée. Série tout à fait remarquable, avec un bon acteur et une reconstitution tout à fait plausible de la fin de l'Ancien Régime, et puis on s'achemine vers les temps révolutionnaires. Alors, les enquêtes de Nicolas Le Floch, pour amateurs de romans policiers,
avec une peinture extrêmement agréable, vivante, pleine d'humour, d'aventure, et puis aussi d'aventures très dramatiques. Et avec les quelques amis qui l'entourent, Nicolas arrive à résoudre des intrigues particulièrement tordues. Et d'ailleurs, l'auteur Jean-François Parrot est décédé récemment, donc il n'en fera plus, mais par contre, d'autres auteurs ont repris la série. Bon, on verra ce que ça donne, je ne les connais pas encore. Je passe au XIXe siècle, siècle industriel, siècle de développement des usines, du prolétariat, un siècle cruel, avec un grand livre que tout le monde connaît, je pense, dans le Nord, c'est bien sûr Germinal. Germinal qui a été repris en film, en série, on connaît bien les personnages, cette famille de mineurs avec les différents personnages, et puis cette description terrible du travail à la mine. Alors c'est une vraie enquête qui a été faite par Émile Zola. C'est pas un roman historique au départ, hein. C'est un roman d'Émile Zola qui s'intègre dans sa grande série Les Romans Macquart. Et ça se veut, à l'époque, c'est une enquête sociologique, puisqu'il évoque le travail des femmes, des enfants, les grèves, la dureté de la répression, les rapports entre le patronat et les ouvriers, la vie dans les corons aussi, c'est un manifeste, son livre. Mais en fait, il est devenu une sorte de roman historique en nous faisant connaître la vie des mineurs au XIXe siècle. Alors, une grande histoire qui, je pense, n'a pas fini de nous émouvoir. Beaucoup de romans sur cette condition ouvrière au XIXe siècle, la condition des femmes aussi, qui n'était pas facile. Alors, beaucoup d'auteurs se sont lancés dans cette veine qui rejoint un petit peu quelquefois ce qu'on appelle le roman de terroir, qui donne la parole aux gens du peuple à travers des sagas. Un des premiers, ça a été Jacques Duquesne, avec un titre comme Maria Vandamme, qui a beaucoup marqué, je crois, qui a fait l'objet d'adaptations également à la télévision. Maria Vandamme, c'est une femme du Nord, c'est une femme qui connaît la misère, qui est domestique, et puis qui veut devenir médecin, enfin, il y a toute une ascension, une émancipation plutôt de la femme. Il y a une peinture du Nord. Ce sont des œuvres qui ont beaucoup d'importance, je crois, qui se lisent facilement, qui plaisent beaucoup et qui redonnent peut-être la parole aussi à des oubliés de l'histoire. Hein. C'est une évolution aussi du roman historique. Au départ, on n'avait que des grands personnages, des rois, on était dans les cours royales, etc. Et maintenant, le roman historique, il peut se passer aussi chez les paysans, chez les ouvriers. C'est également des histoires qui sont très, très émouvante, et où chacun pourra reconnaître souvent la vie des ancêtres. Alors, pour terminer ce voyage dans le temps, on va aborder le grand conflit, la Grande Guerre, le grand conflit mondial en 1914-1918, dont les romans, les récits littéraires sont devenus des documents essentiels pour comprendre ce qui s'est passé. Alors, j'ai choisi un roman de Van der Merch, de Maxence Van der Merch, auteur roubaisien, nordiste roubaisien, Invasion 14. C'est un roman que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup ému, qui m'a beaucoup fait réfléchir. Les romans de Van der Merch sont toujours profondément humains. Alors, dans ce livre, il ne parle pas des tranchées, il décrit la vie d'un village, enfin la vie en Flandre pendant l'occupation allemande. Et on a toute une série de personnages. Et dans ce roman, ce qui se trouve posé, je pense, c'est la question, voilà, en période d'occupation, que font les gens? Qu'auriez-vous fait, vous aussi? On peut se poser la question, parce qu'on a toute la gamme entre la collaboration, la résistance, la passivité. On a vraiment toute une gamme extraordinaire de réactions.
et beaucoup d'histoires. Alors c'est intéressant à lire, ça fait réfléchir aussi. Van der Merch, c'est un auteur que j'aime beaucoup parce qu'il est très, très proche de l'humain, en fait. Hein, voilà, il parle aussi beaucoup des femmes. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant aussi à leurs conditions de vie, à leurs difficultés. Il a vraiment un regard très empathique pour les petites gens. Mais il met en scène aussi, par exemple, un patron d'usine. Enfin, c'est Invasion 14. C'est un roman, je pense, essentiel si on veut comprendre ce qui s'est passé dans les villes et les villages occupés, surtout dans le nord de la France. Voilà. Alors, je vais arrêter là ce grand voyage, et puis je vais ajouter quand même, pour terminer ce panorama rapide de la variété des romans historiques, deux courants dans les romans historiques qui sont extrêmement intéressants aussi, qui se sont pas mal développés récemment. C'est ce que je pourrais appeler le roman historique sentimental, avec notre héroïne bien connue, inoxydable Angélique, qui à travers ses multiples aventures a résisté à tout, aux pirates, aux marchands d'esclaves, à Louis XIV, enfin bref. Voilà, ça a été écrit par Anne et Serge Gollon, surtout par Anne Gollon, il faut bien le dire, n'est-ce pas? Et surtout, ça a été adapté au cinéma avec Michel Mercier. C'est des films, d'ailleurs, je pense que tous les étés, on les voit surgir à la télévision. Hein, et des récits. Alors c'est intéressant parce que ça se passe au temps de Louis XIV, hein, c'est une jeune aristocrate et puis toutes ses aventures sentimentales et autres à travers la France et ailleurs, hein, puisqu'à un moment elle va se retrouver dans un harem, le harem du sultan, et puis après elle va aller aux États-Unis. C'est extrêmement varié. Alors l'intérêt, je trouve, de ce roman, c'est qu'il y a plein de personnages, et des personnages de toutes les couches de la société. C'est très varié. À un moment, Angélique, elle aboutit un petit peu chez les truands, à la cour des miracles, voilà. Et puis après, elle a les fastes de la cour royale. C'est vraiment plein d'aventures. Alors Angélique a eu beaucoup, bien sûr, d'imitations, enfin beaucoup de... je vous présente aussi Juliette Bazzoni, qui a énormément de succès à travers ses sagas historiques. En général, ça se déroule sur plusieurs tomes. Et c'est un peu sur le modèle Angélique, hein, une héroïne qui connaît des déboires, qui a en général un grand amour dans sa vie, qui est contrariée, et puis qui rencontre beaucoup de personnages. Alors une de ses meilleures séries, je trouve, c'est une des plus anciennes, c'est la série des Catherine. Ça se passe au Moyen-Âge, au temps de la guerre de 100 Ans, une période dramatique. Elle rencontre Jeanne d'Arc à un moment, elle rencontre pas mal de personnages historiques, le duc de Bourgogne, etc. Elle se promène beaucoup et ça se lit vraiment de manière très agréable, des romans de détente et d'évasion, tout à fait bien documentés aussi sur parce que ça décrit beaucoup aussi la vie quotidienne au Moyen-Âge, comment on se nourrissait, comment on s'habillait, etc. Voilà. Et puis c'est un côté très féminin, c'est sûr. Hein. Il y a alors beaucoup d'autres séries. Juliette Bazzoni, c'est vraiment une spécialiste des grandes séries historiques. Voilà. L'autre courant qui est très présent également de plus en plus dans le roman historique à l'heure actuelle, c'est ce que j'appellerais le polar historique. Alors, roman policier qui se passe dans un cadre historique. Une des grandes réussites dans ce domaine, ça a été Le nom de la rose d'Umberto Eco, excellent roman, qui a fait l'objet d'un film tout à fait remarquable. Alors, c'est une enquête d'une sorte de religieux détective dans une abbaye, sur un mystère quand même assez tarabiscoté, avec quelques cadavres qui s'accumulent. Et puis on a Sean Connery qui fait une excellente prestation au cinéma. C'est un roman et un film qui a marqué. Umberto Eco, c'est quelqu'un qui écrit très très bien, une très belle écriture. Alors on a toutes sortes de séries qui se développent actuellement. Alors j'ai sorti Jean Daillon. Jean Daillon, ça se passe au Moyen-Âge, celui-là. Alors, on a des imitations
parce que ce sont deux détectives, un certain Edward Holmes et un certain Gower Watson. Alors on trouve le fameux Sherlock Holmes et le docteur Watson au Moyen-Âge. Enfin, c'est très amusant, hein, c'est plein de péripéties. Bon, Sherlock Holmes n'a pas existé, bien sûr, hein, mais il est devenu tellement réel comme personnage à travers toutes les adaptations qui ont pu être faites. C'est vraiment l'archétype du détective extrêmement subtil qui arrive à débrouiller des intrigues absolument invraisemblables. Ce sont en général des séries à succès qui comportent plusieurs tomes, hein, ces détectives de l'histoire. Alors on en a un autre, c'est Henry Lovenbruck, c'est une nouveauté. Hein, c'est une série de Gabriel Joly. Donc on a le mystère de la main rouge. Alors là, ça se passe au moment de la Révolution. Alors l'histoire, hein, alimente le roman historique, elle alimente les jeux vidéo, elle alimente toutes sortes de choses, parce que souvent, il faut bien le dire, dans l'histoire, la réalité dépasse la fiction. Hein, on n'arriverait même pas à inventer toutes ces histoires. Hein. Alors on a des séries pour amateurs d'intrigues policières de toutes les époques. On a, je pense en particulier au Moine Cadfael d'Ellis Peters, qui se passe dans l'Angleterre du Moyen-Âge. Hein. C'est un moine herboriste qui résout des énigmes. Là aussi, une série tout à fait, avec un acteur, une série tout à fait remarquable. On a des séries qui se passent dans l'Angleterre victorienne, notamment les séries de Anne Perry, avec des détectives féminines extrêmement subtiles aussi. Alors là, c'est un peu pour lecteurs addicts, ça se renouvelle tout le temps. Voilà, les polars sentimentaux, les polars historiques, c'est aussi... non, pas les polars sentimentaux, les romans historiques sentimentaux et les romans historiques policiers, ce sont deux courants qui se développent. Puis je me faisais la réflexion, en préparant ces livres, que le roman historique, eh ben, il s'enrichit sans cesse parce que petit à petit, les événements deviennent de l'histoire. Et les événements, une période par exemple comme les années 1960, maintenant c'est de l'histoire. Hein, ça fait plus de 50 ans, 50-60 ans. Donc cette époque, les jeunes ne l'ont pas connue. Et certains romanciers qui sont au départ pas du tout qui n'ont pas voulu faire des romans historiques, mais qui ont fait des romans de leur temps, prennent un intérêt historique. Alors, je n'ai pas trouvé le livre, mais il y a un livre qui m'avait beaucoup marqué. C'est une histoire écrite par Claire Etcherelli, qui s'appelle « Élise ou la vraie vie ». Et c'est une histoire qui se passe au moment de la guerre d'Algérie, à Paris, une histoire d'amour entre une jeune Française et un jeune Algérien, au moment des tragiques manifestations, et ça va très mal se terminer, hein. Mais c'est vraiment maintenant une tranche d'histoire. Et puis les romans écrits par Annie Ernaux, qui est une grande auteure de notre temps. Ces romans, en fait, ce sont toujours des tranches de sa vie. Elle avait commencé par La Place, où elle parlait du petit commerce de ses parents, et elle en a écrit un que je n'ai pas trouvé également sur, malheureusement, un avortement qu'elle avait dû pratiquer de manière clandestine, et ça a été très douloureux pour elle dans les années 60. Alors voilà, ça devient en quelque sorte roman historique. Voilà, alors le roman historique, on a toujours ces immenses classiques, il y en a plein. Je me proposais d'en faire une liste, d'ailleurs, un de ces jours. J'en ai mis quelques-uns. Bon, on a L'immortel Ivanhoé de Walter Scott. Bon, je n'ai pas parlé de Walter Scott parce que c'est anglais. Mais il a créé aussi beaucoup de personnages, en particulier du Moyen-Âge. J'ai sorti également une grande série de Maurice Druon qui s'appelle Les Rois maudits, qui a donné naissance à des films remarquables et qui, il faut le savoir, a été une source d'inspiration pour une série comme Game of Thrones, par exemple, parce que ce sont des luttes de pouvoir, hein, mais qui sont inspirées de l'histoire. Hein. Ce qui s'est passé dans Game of Thrones, ça a eu lieu, malheureusement, dans l'histoire. Les noces pourpres, il y en a eu au Moyen-Âge. Il y a eu vraiment des luttes absolument féroces. Et puis un roman que j'aimais beaucoup, qui était Quo Vadis, un petit peu oublié de nos jours, qui se passe dans la Rome antique, au moment des persécutions des chrétiens. Alors totalement irréaliste
sur le plan historique, mais très plaisant à lire, avec beaucoup de personnages, une intrigue sentimentale très, très émouvante. Et d'ailleurs, c'est amusant de penser que dans ce roman, l'un des héros, c'est Pétrone, le Romain Pétrone, qui est un auteur, qui lui-même a écrit un livre, Le Satyricon, qui est un des tout premiers romans que l'on connaisse, et qui, en fait, devient maintenant une sorte de roman historique sur la Rome, un petit peu décadente. Le Satyricon, c'est pas à mettre entre toutes les mains quelquefois, hein, mais voilà. En tout cas, ce Quo Vadis a également donné naissance à un péplum. Voilà, alors j'espère que ça donnera l'envie de découvrir des romans historiques qui s'enrichissent sans cesse, et puis de jeter quelquefois un petit œil historique sur des romans. Je pense à tous ces grands romans aussi du XIXe siècle. J'ai parlé d'Émile Zola, mais on aurait pu parler d'Honoré de Balzac. Récemment, le film Les Illusions perdues montre bien cet intérêt pour la société du XIXe siècle. Et puis en même temps, sont des histoires qui sont aussi des histoires d'aujourd'hui, à travers les sentiments qui sont dépeints. Bon, Guy de Maupassant, quand il parle des paysans normands, il dresse aussi un tableau très intéressant. Alors, pour s'évader, se distraire, apprendre, il n'y a pas mieux que le roman historique.